Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast consacré au trading. Après un premier épisode porté sur les différences entre le trading des marchés traditionnels et celui des crypto-monnaies avec Nicolas Chéron, nous verrons dans cet épisode plus en détail en quoi consiste le trading de Bitcoin avec CryptoFanta. Comment partir à l'assaut des marchés? Est-ce que le Bitcoin a des chances de performer à l'avenir? Et comment profiter du bull market qui arrive? Avec, dans le rétro, le bull run de 2017. Pour m'accompagner sur ce podcast, vous l'aurez compris, Gabriel Chevillard, alias CryptoFanta, sur YouTube. Depuis 2017, il s'illustre sur les marchés crypto et propose quotidiennement ses services sur YouTube à travers sa fameuse météo du Bitcoin. Il est également coach auprès de 400 jeunes traders à travers son service VIP. Fanta, je te laisse te présenter. Alors salut, je me suis CryptoFanta, trouvable ainsi sur YouTube. Mon vrai nom c'est Gabriel Chevillard et je suis entrepreneur, coach et trader à mon propre compte dans les crypto-monnaies. Au même titre que chaque trader a sa façon de trade, chaque trader a un peu sa définition du trading. Quelle est la tienne ? En anglais, acheter, vendre, de préférence avec un petit profit. Ou alors vendre et acheter, et ça c'est un processus un petit peu moins évident pour les débutants. C'est-à-dire je vends à découvert, je rachète plus bas, pareil, avec de préférence un petit profit. Et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est de faire les petits profits de manière consistante. Et c'est justement ce qui différencie le coup de chance d'un plan de trading. On y reviendra par la suite. De manière concrète, quel est le rôle du trader dans le prix d'un actif ? Par exemple, si le Bitcoin coûte 10 000 $, c'est que les traders ont été d'accord pour se l'échanger à ce prix ? Alors, il y a différents types, tailles de traders et d'investisseurs. L'investisseur, il fait la même formule, mais il va avoir un horizon de prix un petit peu plus large. En trading, on va essayer d'identifier la valeur d'un asset un petit peu de manière anticipée et le travail d'analyse va permettre de dire au marché « Hey, je pense qu'il est sous-évalué à cette heure, à cet instant T et que je pense qu'il va y arriver une masse d'acheteurs plus tard. » Donc, j'informe le marché, je prends ma position et effectivement, je mets sur la table un risque. Et si jamais j'ai réussi, je fais partie de ceux qui ont pu informer le marché de sa valeur réelle anticipée, je fais un bénéfice. Donc le trader ne fait pas le prix, il participe au moins à la liquidité du prix, ça évite le prix, je ne sais pas si tu connais des cryptos un petit peu arnaques, avec très peu de liquidité, où d'un coup ils sont à 100 € et puis le lendemain ils sont à 0, tu sais pas pourquoi, mais c'est l'absence de liquidité, c'est l'absence d'acteurs sur le marché qui permet de stabiliser sa valeur et qui montre aussi une forme de désintérêt. Donc le trader donne de la liquidité au marché, évite que Google d'un coup se trouve à 0 ou à million en un instant T. Alors il y a des fois il y a des algorithmes, donc il y a des programmes qui se chargent d'essayer de repérer des déséquilibres entre la valeur estimée et la valeur réelle actuelle. Et puis, il y a aussi des petits porteurs comme moi, ou alors des gros investisseurs qui se disent « Oh là là, dis donc, j'aime bien un petit peu la tendance que ça prend, ou la conjoncture mondiale, et je sens bien qu'on va courir après dans quelques années ou dans quelques mois, et je préférerais les avoir maintenant pour le donner plus tard. » Donc, offre, demande. Et en tant que trader, on essaye de... Voilà, on est sur la vague, quoi. Il y a des traders qui ne font pas bouger le prix. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir des grandes banques qui vont dire « Oui, non, vous ne passerez pas tel niveau. » Par exemple, à 12 000, ils ne veulent pas que ça aille plus haut. Ils ont suffisamment de finances pour empêcher le prix d'aller plus haut. C'est ceux qu'on appelle... On va les appeler market makers, ceux qui font le marché. Donc, ils mettent les planchers et les plafonds. Et puis, il y a ceux qui naviguent entre les gros poissons, quoi. Après, il y a aussi des traders actifs ou des entreprises actives, des fonds actifs, qui eux, carrément, font bouger le prix entre les niveaux. C'est-à-dire, ils ont accumulé une certaine quantité d'un asset sous-évalué, et puis ils ont les moyens de dire, OK, on en a pour 1 milliard, ça nous coûte 10 millions de faire monter le prix dans la zone où on voudrait bien que les gens s'arrachent le truc. Ils font monter le prix, donc là, c'est des traders qui vont être actifs et faire bouger les marchés.
mais c'est plutôt des gros poissons. Hein. Et ensuite, ils vont passer en phase de distribution. Et pendant que tout le monde dit « Ah, on en veut, on en veut, on en veut », bah, distribuer lentement ce qu'ils ont acheté plus bas. Tu n'as pas toujours été trader dans la vie. Qu'est-ce que tu cherchais en t'orientant dans ce métier? En fait, moi, j'ai 40 ans. Et quand j'étais jeune, à 18 ans, j'ai découvert Internet en plein la bulle Internet. Là où c'était pas encore connu du public. C'est-à-dire 98. Donc IRC, on se passait Google comme un bon tuyau. Ouais, tu regardes, ça va vite. À l'époque, c'était Yahoo ou AltaVista. Et à cette époque-là, j'étais jeune étudiant, j'étais parti dans une branche. Je me suis dit, mince, je me suis trompé de branche. Vraiment, ce qui me plaisait, c'était les communications, enfin l'Internet, etc. Mais c'était déjà trop tard pour moi. Et encore plus pour investir dedans. Donc, c'était même pas possible quand tu as 18 ans. Tu fais rien. Tu fais rien avec tes sous-sous, t'en as pas. et en fait, quand j'ai découvert le Bitcoin en 2017, je me suis dit, waouh, ça m'a fait le même effet révolutionnaire en fait. C'est révolutionnaire, c'est envoyer de l'argent d'un point A à un point B virtuel à la manière d'une adresse email. C'est-à-dire, je mets une adresse email, je mets un montant, ça arrive à destination, paf, voilà, je peux pas dupliquer ce que j'ai envoyé, c'est sécurisé, incensurable. Sécurisé. C'était top, c'était génial. Et je me suis dit, mais en fait, que j'avais la possibilité d'être précurseur dans le domaine et surtout, je voyais un potentiel d'adoption massive à la manière de l'Internet et encore plus rapide dans les années qui ont suivi parce que moi, tu sais, j'ai même vu l'arrivée du téléphone portable. Où l'adoption était encore plus rapide et j'ai vu tout de suite le potentiel pour un Bitcoin à 1 million, disons-le. Donc à 1 million valeur estimée, future, pour moi. Voire même un monde où le million t'en veux pas, où tu veux le Bitcoin, tout simplement. Donc du coup, je voulais être prêt à le faire, sachant que je voulais pas perdre toutes mes chances de réussite avant même que cet événement arrive. Donc, je me suis formé dès le début. En 2017, alors que c'était la première bulle du Bitcoin, enfin celle qui a fait beaucoup de bruit, qu'on a entendu parler dans le Capital et tout, généralement, on ne se forme pas dans les marchés haussiers. Les marchés haussiers, on profite des sous faciles. Moi, j'ai eu le bon réflexe de le faire dès le marché haussier, avec des écoles que j'ai suivies. Et puis, pendant le marché baissier, j'étais encore plus studieux. Donc 2018-2019, et puis voilà, maintenant 2020, je suis prêt pour le prochain cycle, et on va rider ça avec brio, j'espère. On l'a vu dans le premier épisode avec Nicolas Chéron, la différence entre les cryptos et les marchés traditionnels, c'est notamment la régulation non présente sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça change, et pourquoi avoir décidé de te tourner directement vers le Bitcoin? Il y avait un côté quand j'ai commencé, Internet Underground, Uber branché, le truc de nerd, le truc de geek qui finissent millionnaires alors que les gens savent même pas encore que ça existe. Il y avait ce côté-là qui m'attirait. Après, par rapport au marché régulé, il y a énormément de manières de trade dessus. Maintenant, ça a été amplement facilité où on fait croire aux gens qu'avec un coup de téléphone, avec une appli sur téléphone et sans quitter le lit et avec une stratégie extrêmement simple, vendue 400 €, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, personnellement, voilà, donc c'est devenu accessible, mais souvent sous la forme de dérivés, c'est-à-dire que les gens qui font actuellement trade Nasdaq ou le CAC 40, je pense que la mode est plutôt du côté des actions américaines, ils vont aller sur des CFD, donc des dérivés de prix, et les CFD c'est un petit peu casse-gueule, il y a des leviers un peu trop élevés, il y a des pièges qui font qu'on va brûler des comptes très vite, et les gens ne sont pas préparés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut spéculer plus ou moins en bourse sur un graphique dérivé du prix, mais ils savent que de toute façon, 90% des gens vont tout perdre. Je suis sûr que ça se trouve, ils ne prennent même pas les ordres, puisque ils savent que ça va finir dans leur poche. Et puis, c'est régulé, mais c'est, je sais pas. Actuellement, ils ont le vent en poupe, normal, puisqu'il y a la Banque fédérale américaine, la Fed là qui rachète tout, hein, donc ça monte tout seul, c'est magique. On va voir comment ça se passe après, dans quel monde va vivre les États-Unis après. Personnellement, voilà, on n'est pas dans le mode facile là sur les cryptos, mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Après, pour ce qui est du régulé non régulé,
dans les marchés régulés, à savoir que le Forex, contrairement à ce que les gens croient, c'est-à-dire euro, USD, livre ou franc suisse, etc., les gens pensent, oui, moi je trade les marchés régulés. Et le Forex, c'est pas régulé. Hein. Donc, globalement, là aussi, vous êtes une cible. Ils peuvent faire globalement ce qu'ils veulent. Mais sur d'autres marchés type actions ou indices, là, il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, mettre des faux ordres pour empêcher que le prix tombe. Ou comme je disais, faire monter le prix de manière artificielle. C'est-à-dire avec des marges d'escalier, on achète, hop, on coince le prix avec un gros ordre qui empêche d'être vendu. Donc ça, c'est des choses qui sont très courantes sur les cryptos. Et je pense que malheureusement, quand vous entendrez ce podcast, ou même hier, dans le cas, je ne sais pas si tu as vu, mais la DeFi, c'était un peu la folie. Donc, Decentralized Finance, et il y a des contrats d'emprunt, de prêt, qui permettent ensuite de recevoir des airdrops, c'est-à-dire on reçoit des coins gratuits, comme ça, générés un petit peu au pif, avec des promesses de gains instantanés ultra élevées, mais du genre de 3000% son investissement en quelques jours. Et puis, il y a eu une mode là qui tournait, et ça a un petit peu dégénéré parce que c'est un petit peu la bulle du moment dans les cryptos. Mais c'est révolutionnaire en quelque sorte, mais on en verra les effets que je pense dans quelques années et probablement quelques drames. On a eu des trucs qui sont passés, par exemple, hier, 4 ou 5 cryptos qui sont passés de 5000 € à 0,25, j'ai vu ce matin. Dollars. Donc, pour te dire des vies ruinées, et malheureusement, on en entendra parler. Parce que pourquoi c'est possible ce genre de truc, c'est que déjà, il n'y avait personne pour acheter plus bas. Les prix ont été manipulés pour être restés hauts et piéger les gens qui courent après les trucs qui montent. Et puis voilà, donc la petite punition qui vient derrière. Donc ça, c'est le genre de truc que c'est impossible de voir en marché régulé, alors qu'en crypto, c'est le Far West. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est les cryptos aujourd'hui, vous prenez la période 1920-1929, juste avant le grand crack américain, où vous lisez les mémoires d'un spéculateur, je suis Livermore, qui était trader à cette époque-là, mais tout ce qui s'est passé et toutes les fois où il s'est fait arnaquer, et ça date de 100 ans, ce bouquin. Enfin, sa vie, elle date de 100 ans, mais toutes les techniques qu'il a vues, qui ont été appliquées et tout, aujourd'hui, elles le sont en crypto. Ensuite, les marchés ont été régulés après la crise de 29 parce que ça a été trop catastrophique pour la population américaine pour que les présidents ignorent. Il y a eu Edgar Hoover qui a ignoré, il dit ouais, vous aviez qu'à pas parier, hein, et du coup, son parti s'est pas fait élire pendant 25 ans parce que la moitié des Américains étaient à la rue, n'avaient pas de boulot et ils ont vécu la plus grosse dépression de l'histoire américaine. Donc finalement, ils ont fini par réguler les marchés parce que du coup, c'était une connerie qu'il avait fait Hoover de ne pas considérer l'importance de la chose et ne pas considérer que si c'était important de ne pas mépriser le peuple qui était présent sur ces marchés. Mais la crypto, ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on est en stade d'un embryon d'un nouvel asset. C'est-à-dire qu'on a le Forex, donc c'est les monnaies, on a les actions, on a les indices, on a les marchandises, les métaux, etc., le gaz naturel, le pétrole, etc. Et là, d'un coup, on se retrouve avec des cryptos, qui sont un asset embryonnaire. OK Coral, tout est permis, on fait tout comme dans l'ancien temps. Y a des gens qui deviennent riches, d'autres qui se font arnaquer en silence. Mais surtout, il est révolutionnaire sur plusieurs points. Ça veut dire que primo, dans un monde, disons, de télétravail ou de confinement, ou dans un monde qui passe sa vie derrière des écrans ou alors avec des Neuralink dans son cerveau, ou avec des télés assistées ou des télés intelligentes, des frigos intelligents, etc., on aura la possibilité d'échange de monnaie qui vont aller et qui pourront être automatisés au-delà de la personne à la personne. Ça pourra être aussi des échanges de machines et qu'on pourra avoir une utilisation de l'argent-service un peu comme un flux, comme une énergie d'échange. Donc là, c'est un petit peu visionnaire. Ça, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais c'est une grande probabilité.
Et aussi, il y a autre chose, c'est que par exemple, quand tu vas acheter sur un ETF, donc un fonds d'investissement régulé, hein, de l'argent ou de l'or, il y a un certain prix qui est indiqué, mais tu pourras voir n'importe quel spécialiste, ils te diront que les prix sont manipulés depuis longtemps, mais je te dirais même pire que ça, c'est que le nombre d'argent papier ou or papier vendu à des grands fonds d'investissement est largement supérieur à la réalité des stocks. Donc c'est une gigantesque arnaque. Et par exemple, dans un monde futur de trading, je vois difficilement travailler dans un monde où les actions qu'on a, c'est-à-dire que je possède les actions Apple que je possède, je vois difficilement qu'elles ne soient pas tokenisées, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas sous la forme d'un coin que je puisse retirer et qui soit finalement retiré d'un stock qui peut être mesurable de manière absolue et sécurisée. Qui me dit que Interactive Brokers ou ProRealTime ou n'importe quel... bon, ProRealTime, c'est qu'une plateforme, mais c'est juste pour vous donner des noms que vous connaissez. Qui me dit qu'on ne nous a pas vendu 1000 fois plus d'actions Apple qu'il n'en existe vraiment? Personne. Alors que dans un monde où les assets crypto pourraient non seulement porter les autres assets, mais être aussi un marché à part entière, et qui finira par être régulé, je vois difficilement un monde où on accepte de trade quelque chose dans le futur sans avoir la possibilité de le retirer en un claquement de doigts sur son porte-monnaie personnel, sécurisé et avec la certitude que le supply, donc la quantité vendue, n'est pas supérieure à la réalité. Actuellement, les marchés, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague et c'est un gigantesque Ponzi. L'argent qui influe dans les marchés est imprimé à coût de zéro sur des calculatrices, enfin sur des ordinateurs. On fait monter le prix, ok. Combien on en a vendu? Je ne sais pas. Quelle est la réelle valeur? On ne sait pas. Les entreprises qui rachètent leurs propres actions avec leurs propres bénéfices, enfin voilà, bon, c'est catastrophique. Et la crypto, donc ok, c'est ok Coral, mais c'est aussi peut-être les débuts de quelque chose où il y a une infime quantité d'argent qui est dedans par rapport aux autres marchés. Et il suffirait qu'1% des capitaux du monde entier rentrent dedans et on aurait probablement des cryptos qui à l'heure actuelle sont déjà disponibles qui pourraient faire 100 fois ou 1000 fois leur prix facile. Simplement juste par une allocation d'1% des capitaux actuels sur tous les marchés, dont les dérivés sur les grands fonds d'investissement, qui rentreraient dans les cryptos, ça serait un afflux massif d'argent. Donc, et le jour où les gens vont arriver et ça sera adopté, on sera déjà riche si on ne s'est pas fait plumer. J'en profite pour conseiller aux jeunes arrivant sur le marché crypto de ne pas foncer tête baissée sur les plateformes de trading pour faire leur premier trade. On connaît cette peur de passer à côté d'une opportunité, mais pour ne pas se faire plumer justement, le mieux c'est de rester avec vos bitcoins une fois achetés et de ne pas les risquer sur les plateformes type Binance ou Kraken avant d'avoir un minimum de connaissances dans le milieu. Fanta propose notamment des formations à ce titre, nous y reviendrons par la suite. Fanta, une question qui revient souvent quand on parle justement de se lancer dans le trading, avec quel capital démarrer? Je pense que c'est accessible à toutes les bourses parce que par exemple, quand on pense à je pense qu'il y en a un que j'ai raté là, ça m'a fait chier d'ailleurs, YFL. C'est une chiasse, hein, c'est une merde. Hein. Probablement ça n'existera pas dans 2 ans, ni même dans 2 semaines. Mais il y a eu une telle folie là, par exemple, par rapport au défi, que le truc était à 70 balles il y a quelques jours, et là il est à 5000, et il y a de fortes chances qu'il monte à 10 000 dans les quelques jours. Et je veux dire, c'est des petits sous qui peuvent transformer un tout petit capital en quelque chose d'existant. Au moment où vous entendez ce podcast, ça sera probablement plus possible. C'est la raison aussi pour laquelle il y a autant d'engouement autour de ce truc qui devrait avoir plusieurs vagues de nettoyage et de plumage généralisé. Mais je veux dire, il y a plein de petits coins qui ont peut-être pas d'avenir et qui vaillent la peine de mettre l'argent du fromage des pâtes pour certaines personnes.
Voilà, tu as des pâtes tu mets du fromage sur tes coquillettes. Et je dirais, il serait peut-être plus sain à cette période, ça veut dire en 2020, septembre 2020 encore, et peut-être pendant l'hiver qui pourrait être sanglant, parce qu'en général, les hivers, ça chute un petit peu les choses. C'est pas garanti, mais souvent, automne-hiver, c'est un bon moment pour investir, puisque les mecs, ils vendent pour prendre leurs profits ou leurs pertes, payer leurs taxes, etc. Donc, essayer de se positionner entre octobre et janvier pour un printemps plutôt chaud. Ça, c'est des trucs qui pourraient transformer des petits capitaux en des trucs très bien. Et qui pourraient faire d'un petit capital ridicule, 70 balles qui se transforment en 5000 balles, quand vous voulez. Hein. Je veux dire, les gens, ils ont bien envie. Et puis, celui qui était avant, parce que si celui-là a marché, YFL, c'est parce que YFI a très bien marché avant. Je suis sûr que je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux et je sais même pas si c'est bien. Mais ce qu'on a vu il y a quelques jours, c'est ce YFI passer d'un prix complètement ridicule, mais du genre vraiment ridicule en termes de prix. Je sais même pas si c'était pas inférieur à $1 et monter à 30 000. Donc, dans des cas comme ça, tu peux avoir des situations de création d'un capital décent au final. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut prendre tes 10 000 balles et dire ouais, je vais être milliardaire. Non, tu vas être plumé. Hein. Ça vaut la peine de transformer du quasi-rien sur un asset ultra risqué en quelque chose de correct, prendre le profit et ensuite agir correctement. D'acheter, par exemple, un des bitcoins parmi les 21 millions de bitcoins qui existent dans le monde et qu'il n'y en aura jamais plus, et finalement sécuriser ton argent dans un truc qui vivra et qui va prospérer. Tandis que si tu as un gros fonds d'investissement, il va falloir aller sur des trucs beaucoup moins volatiles et beaucoup moins risqués. C'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, j'achète, j'attends, ok, ça a monté de 20 ou 30% cette année, ou le mois dernier. C'est tout à fait appréciable. Hein. Et sur des gros fonds, il vaut mieux mettre ses sous dessus, parce que quand les cryptos, vu qu'elles sont volatiles, enfin le Bitcoin nous a montré que cette année, il n'était pas tant volatile que ça, si on compare aux actions. Si il avance lentement mais sûrement et qui te permet de conserver ton argent loin des banques qui sont un peu louches en ce moment ou un petit peu en danger, ou alors loin d'une monnaie fiat qui est diluée à coup de planche à billets et de zéro mis par les banques centrales quand ça les arrange pour acheter leurs actions, et ça peut t'aider à préserver et ton épargne et ton pouvoir d'achat. Parce qu'on est peut-être à l'aube d'une hyperinflation. Quand je dis Bitcoin à 1 million, c'est dans un monde d'hyperinflation. C'est dans le monde de la baguette à 50 €. Et malheureusement, je regrette de vous l'annoncer, ce monde est très probable. On assiste à un grand sabotage et un grand coulage du bateau de l'économie mondiale. Il y a 2 ans ou 1 an, là, les gilets jaunes, on tapait sur des vieilles parce qu'elles demandaient 50 € à la fin du mois en plus pour leur retraite. Aujourd'hui, c'est budget limité, on te file 1000 balles par mois si tu es entrepreneur, ne vous inquiétez pas, moi j'ai reçu un chèque énergie, machin et tout, et aux États-Unis, on leur file 1200 € tous les trimestres à tous les Américains du monde. C'est-à-dire que là où avant c'était justifiable d'envoyer les CRS à des pauvres gens qui avaient besoin simplement de ne pas être à la fin du mois, le 15 du mois, et aujourd'hui, non, ne vous inquiétez pas, on a le budget, on fera tout ce qu'il faut pour relancer l'économie, oui, il n'y a pas de problème pour les crédits, vous pouvez prendre un crédit pour l'entreprise, vous pouvez machin et tout. Donc la direction a changé, et la direction, elle est claire, c'est que le budget est illimité. Ça veut dire qu'ils feront tout pour redresser, sauver l'économie, donc à coup d'argent frauduleux. Quand je dis frauduleux, ça veut dire que voilà, on s'en fout finalement de la payer cette dette. Donc peut-être même qu'on est peut-être en train de mettre des États en faillite, des banques centrales en faillite, mais on s'en fout, puisque de toute façon, c'est le grand exit scam. C'est-à-dire, actuellement, on assiste au plus grand hold-up mondial qu'on n'a jamais assisté. Et quand on va couler tous les pays
Et puis si on coulait l'Europe, là par exemple, là, il y a BCE qui dit ah bah non, maintenant l'euro il est trop fort, hein, ça serait bien que nous aussi on imprime des billets parce que sinon on ne pourra plus faire d'exportation. Donc on va diluer et voler le pouvoir d'achat des gens, les plonger dans une pauvreté extrême en diluant leur pouvoir d'achat pour faire pomper des actions pour que leurs copains milliardaires puissent revendre au sommet. Et puis aussi pour qu'aux États-Unis ils puissent continuer à imprimer des trillions de dollars parce que sinon ils peuvent pas trop, ça se verra sur les index du dollar que le dollar il est faible. Et puis voilà, donc dans tout ce bordel que je considère être un exit scam, c'est-à-dire on coule le bateau. Après, on va faire un petit peu comme ces politiciens qui avaient des caisses noires. Non, mais on va voter une loi. On regarde plus ça. Ça compte plus. On fait comme si ça n'existait pas. Et ben, je pense que pour les histoires de dette, on est arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que c'est un grand hold-up et qu'une fois que tout sera coulé, on nous proposera un monde alternatif. Un monde alternatif qui peut être un gouvernement mondial ou un autre gouvernement ou simplement de nouvelles monnaies. Vous avez connu le passage du franc à l'euro. D'un coup, votre pot de confiture à 5 francs, il est passé à 5 euros. Vous n'avez pas trop senti la quenelle. Mais à un moment, on va nous sortir une monnaie qui vaudra un chiffre à la con par rapport à la monnaie actuelle et on ne se rendra pas trop compte qu'on se fait enfiler. Et ça sera une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie d'État ou internationale. Et puis, parce que il y aura peut-être le Covid, vous la recevrez gratuitement, et puis on va pas cracher sur de l'argent gratuit finalement. Et puis donc tout le monde va télécharger l'application, le wallet, et finalement tout le monde vivra dans un monde de crypto-monnaie imprimé à l'infini par les gouvernements, qui aura effacé un petit peu le grand hold-up qu'ils auront fait avant. On saura effacer les traces. De toute façon, c'était pas notre faute, hein, c'était la faute au Covid. Et puis après ça, tu auras leur monnaie à eux là. Une monnaie de singe, et puis à côté, tu auras imprimé à l'infini, dilué à l'infini, et puis de l'autre côté, tu auras ce Bitcoin avec 21 millions d'unités, qui lui va aspirer. Moi, si j'ai le choix entre une monnaie d'un gouvernement qui me vole mon pouvoir d'achat et qui me taxe à la source à toutes les transactions, et puis une monnaie qui est indépendante d'eux alors que c'est eux qui ont causé la destruction du monde économique, je mets mes sous dans le Bitcoin. T'as pas l'air très convaincu par la monnaie fiduciaire. Tu t'en fiches de perdre des euros quand tu rates un trade en fait. Alors, quand ça baisse le prix en fiat, c'est-à-dire en monnaie dollar, je vous invite à rechercher fiat sur Wikipédia, ce que ça veut dire fiat. Si vous cherchez fiat sur Wikipédia, c'est une monnaie qui repose sur la confiance. C'est-à-dire qu'avant, la monnaie, avant Nixon, dans les années 70, où il a arrêté de mettre sur les billets de $1 qu'ils étaient backés, c'est-à-dire assurés par une certaine réserve de quantité d'or. Donc on a arrêté ça, on a dit non, maintenant on est basé... l'or, c'est quand même vachement contraignant. On peut pas en imprimer autant qu'on veut. Donc on est passé à la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie confiance. On utilise l'euro, pourquoi ? Parce qu'on a confiance dans un gouvernement qui en garantit sa valeur. Valeur garantie sur quoi ? En tout cas, plus sur l'or. Hein, ça, c'est sûr. Donc, c'est garanti sur le fait que tu peux leur faire confiance à eux. Et donc, du coup, d'où est devenue l'importance de la croissance, de ces graphiques qui continuent de monter beaucoup. Et du coup, tu te retrouves avec une multiprise électrique que tu branches à elle-même pour fabriquer un processus de richesse infinie. C'est-à-dire, j'imprime de l'argent... ma richesse, la richesse du pays, je l'imprime en prévision d'une croissance qui viendra, mais pour m'assurer cette croissance, cet argent, je le mets dans des actions qui montent. Donc voilà un petit peu dans quel univers on vit. Donc le fiat, effectivement, j'ai pas beaucoup d'estime pour le fiat, et je pense que plus on s'intéresse à la hard money, donc à l'argent réel et à ce que c'est, et plus on voit ce que c'est que le fiat, non, on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Les gens qui viennent au pouvoir pour 5 ans viennent pour s'en mettre pour plein les fouilles, et même ceux qui gèrent les politiques monétaires ont montré qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc, on ne peut pas faire confiance dans une monnaie fiat. Moi, quand le prix du Bitcoin il descend, ça me fait chier de ne pas avoir vendu pour acheter plus de Bitcoin.
Ça me fait pas chier d'avoir perdu des dollars ou des euros. Bien sûr, j'ai de quoi subvenir à toutes mes factures, je paye mon loyer en euros, etc., etc. Mais pour ce qui est de mon investissement, de mon épargne ou de mon futur, pas de le fiat, non, hein, ça vaut rien. C'est que du papier, les gens ne s'en sont juste pas encore rendus compte. C'est des papiers du zéro, c'est rien. Alors quand Trump en 2019 il dit oui, j'ai pas confiance dans le Bitcoin, c'est une monnaie qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui est faite à partir d'air frais, il suffit de faire un petit récapitulatif un petit peu et de gratter, dit mais oh, le dollar c'est fait à partir de quoi? Il est vrai que depuis l'abandon de l'étalon or en 1971, on peut s'interroger sur la valeur intrinsèque du dollar. Pour en savoir plus sur la valeur réelle du Bitcoin et des monnaies fiduciaires, je vous invite à écouter notre série L'histoire du Bitcoin sur YouTube ou les plateformes de streaming. Revenons-en à tes premiers pas dans la jungle du trading. Entre le Fanta de 2017 et celui de septembre 2020, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta manière de trade ? Alors, le bon chasseur, le bon trader, il achète et il vend. Le mauvais trader, il achète et il vend. Non, alors, j'étais clairement pas expérimenté. On pense qu'on peut acheter et vendre, c'est facile finalement quand on a l'interface. Et la réalité, c'est que c'est quand même quelque chose qui demande une réelle expertise. Et comme je dis à certains un petit peu trop enthousiastes, c'est pas parce que tu as un nouveau short de sport que tu vas aller affronter McGregor dans l'octogone. Et qu'en tout cas, ça va pas bien se passer. Je veux dire. Donc, au début, ouais, non, j'ai eu la chance de vouloir me former tout de suite et j'ai trouvé quelqu'un qui me paraissait de confiance pour le faire et j'ai misé sur cette formation. J'ai appris vite, rapidement. Mais par exemple, 3 ans plus tard, je vois très bien aussi mes progrès et les autres mentors que j'ai eus. Je fais encore des progrès, je continue à me former. Plus l'expérience, le temps d'écran, etc., etc. Oui, il y a une différence absolue entre mes premiers trades où j'étais paumé, quoi. C'est comme si on te lâche au milieu de l'autoroute, quoi. Je sais pas, je saurais pas dire. Mais c'est très excitant, c'est sûr. Les premiers trades étaient très excitants. Il y avait beaucoup d'adrénaline. Mais par contre, c'était aussi une adrénaline due à il y avait l'inconscience qui était totale, l'incompétence aussi. Donc globalement, tu rentres dans les marchés comme une victime. Par chance, j'étais dans une période où tout montait, donc c'était la période facile où il suffisait d'être un peu patient et dire oh là là, purée, je suis un génie, ça monte. Ça monte pas aujourd'hui, mais ça va monter dans 10 jours, c'est ce qu'on appelle un marché haussier, quoi. Et puis là maintenant, mon rapport avec notamment le Bitcoin, parce que c'est ma spécialité, j'ai l'impression de le sentir, quoi. Je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau, j'ai mes yeux 24/24 dessus, quasiment 24/24 dessus avec le téléphone, le temps que je passe devant l'écran. Je mesure toutes ces respirations, je sens les sentiments du marché, je suis à l'affût de tous les paramètres extérieurs. Enfin voilà, il y a une forme de maîtrise et de contrôle qui est venue avec l'expérience. Et ça c'est pas des trucs qui viennent au début. Alors, les gens, ils peuvent se dire, oui, mais dis donc, avant que ça m'arrive, ça... Bon, déjà, c'est pas nécessaire. Hein. Être trader, c'est pas fait pour tout le monde. C'est chiant et difficile. Ce qui peut être pas mal dans cet état un petit peu catastrophique que je vous ai un peu décrit et que je pense être la réalité, c'est de mettre une partie de votre épargne, non pas dans les assurances vie qui vont se faire plumer, non pas en grande quantité dans vos banques, mais dans un Bitcoin ou alors dans des Ethereum, Bitcoin, Ethereum. Allez sur Cryptost, regardez comment sécuriser vos Bitcoins ou comment sécuriser vos crypto-monnaies, le guide, avoir un petit porte-monnaie sur votre téléphone, bien sauvegarder vos 24 mots-clés, et puis prendre possession de vos Bitcoins. Contrairement à l'argent en banque, si un jour c'est fini, à pu.
Ah, mais on a une assurance. Mais non, on n'a pas assez en fait. On n'a pas assez pour tout le monde. Donc, prenez possession de ça, stockez-les et puis dormez pendant 3 ans. Hein, c'est-à-dire, placez-vous investisseur. J'ai fait un test là, il y a pas longtemps avec mes VIP. Il y a un mec qui voulait savoir comment rentrer. Je lui ai dit, le Bitcoin, c'est de la hard money. C'est-à-dire, c'est une garantie de réserve de valeur dans l'avenir. C'est-à-dire, tu prends son sommet à un moment T, donc son sommet historique, et toutes les semaines, tu vas acheter une somme fixe de Bitcoin, ça s'appelle le dollar cost average. Tu l'achètes, tu la mets dans ton porte-monnaie sur ton, bon, disons, au moins BRD Wallet. Par exemple, BRD Wallet, c'est un très bon wallet sur portable. Tu envoies tes bitcoins dessus, ça fonctionne comme un email. Tu mets l'adresse, tu mets le montant, tu les sors de ton échange, c'est-à-dire tu vas sur Coinbase, tu fais un virement, tu prends ton bitcoin ou tes morceaux de bitcoin ou tes 500 balles en bitcoin, hein, c'est infiniment divisible. Tu les envoies sur ton BRD Wallet de téléphone, ça s'envoie comme un email. Et ça, tu attends. Donc, tu as protégé un certain montant de ton épargne et tu attends, là, je dirais 18 mois. Entre 18 mois à 2 ans pour voir une explosion du Bitcoin. Mais un truc inimaginable. Inimaginable. Et je pense que même les traders du Bitcoin ne sont pas aussi bullish que moi je suis bullish. Aussi haussier que je suis haussier. C'est que je pense à un truc inimaginable en termes de valeur. Au point où les gens ne voudront même pas investir dessus. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher. Ils voudront acheter les petits pas chers. Mais ça sera déjà la réserve de valeur des riches, en fait. Ça sera la réserve de valeur tout court. Donc, si tu achètes du Bitcoin toutes les semaines, un montant fixe, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, depuis 2017, quand il était à 20 000, c'est-à-dire à son sommet, jusqu'à là, en passant par les 3 000, quand il a craché pendant 2 ans, en passant jusqu'à aujourd'hui, toutes les semaines, le bénéfice que tu aurais sur ton épargne, c'est-à-dire, est de 60%. C'est ce qu'on appelle de la hard money, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui prend de la valeur avec le temps. Donc, on n'est pas toujours bon pour acheter le sommet, le creux et tout. Donc, une forme de consistance dans son investissement et de la patience fera le reste. Le truc, c'est que vu que les gens veulent devenir riches vite, ils vont devenir pauvres vite, en fait. Ça veut dire qu'ils vont arriver avec leurs gros sabots, dire « Ouais, je vais mettre 5 000 euros et je vais être riche comme Cryptofonta. » Bon, déjà, je suis pas riche. Hein. Je suis bien placé pour vous dire que c'est dur. Mais ce qu'il y a, c'est que ces gens-là risquent de tout perdre avant de voir les rêves se réaliser. Tout ça parce qu'ils n'auront simplement pas eu la patience de faire ce qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je garde. Justement, tu t'es lancé dans les cryptos en plein bull market, au moment où le Bitcoin est passé de quelques milliers de dollars à 20 000 dollars. Comment tu définirais cette période ? J'ai connu l'euphorie, j'ai connu l'impression d'être un génie. C'est cool hein, de se sentir génial. Il y a eu des grosses frayeurs, mais je veux dire l'aspect grisant, même des semaines de terreur, hein, parce que je veux dire le Bitcoin a fait souvent des grosses chutes pendant la montée, des chutes de 30%, et puis les altcoins, les autres coins ont pris encore plus cher. Donc j'ai vécu des semaines de terreur, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ouais, j'ai eu l'impression d'être intelligent, d'être au top. Mais vu mon état de connaissance, bah, c'était la chance du cycle, quoi. Le fait qu'on était du bon côté de la pente. Les marchés soit haussiers ou baissiers. Et quand c'est haussier, bah, on est content d'être dedans. Et j'avais un de mes mentors qui disait « Bulls are not brains ». C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est facile d'être dans un trade gagnant, mais c'est pas parce que tu es dans un trade gagnant que tu es un génie, quoi. Donc, c'était pas le cas. J'étais pas un génie, mais j'étais bien inspiré de venir à ce moment-là, en tout cas. Tu le dis souvent dans tes vidéos, les marchés sont guidés par le sentiment. Comment tu fais pour prendre le pouls de ce marché ? Alors, il y a plusieurs manières de mesurer le sentiment. Le premier, c'est le mien. C'est-à-dire que on est des bons petits moutons. Hein, on est animé de la peur et de l'avarice. Et en tant que bon petit mouton animé de la peur et de l'avarice, l'argent évoque des sentiments
de l'ordre de la survie. Et quand ça descend, les gens ont peur, et quand ça monte, ils veulent acheter. Et c'est la raison exacte pour laquelle les gens perdent de l'argent sur le marché. C'est qu'on est programmé par essence pour perdre. On est programmé pour acheter quand ça monte, et on est programmé pour vendre quand ça descend. Et déjà, arriver à inverser ce genre de processus, c'est pas mal. Les moments de peur extrême sont des moments où on a l'impression que ça va aller à zéro, et là tu vois tout le monde sur Twitter, ouais, Bitcoin va à zéro, ah. Ou alors tous les mecs qui sont en train de short, c'est-à-dire parier à la baisse, ils se tapent dans la main, ouais, champion du monde, et tu vois effectivement le prix qui est en train de faire une grosse chandelle verticale, machin et tout. Bah là, il faut porter ses couilles et t'appuies sur le bouton buy, acheter. Et étrangement, le marché met pas longtemps pour te donner raison. Ça, c'est comment tu peux exploiter le sentiment. Et je veux te dire une chose, c'est que le Bitcoin n'ira nulle part, et que le Bitcoin n'ira pas à zéro, et que autre chose, c'est que le monde entier veut plein de Bitcoin. Tu peux regarder tous les jours, le monde entier veut plein de Bitcoin. Si toi, tu penses que tu vas attendre d'acheter à zéro pour l'acheter, il y a un mec qui va attendre à $1. Si tout le monde l'attend à $1, ils vont l'acheter à 100, et tout le monde l'attend à 1000, ils vont acheter à 1500 ou à 2000 pour te faire chier. Et si là, par exemple, tout le monde l'attend à 10 000, ou à 9600 parce qu'ils ont vu un CME Gap et qu'on leur a dit sur une chaîne YouTube, eh ben on ira leur acheter à 10 000 et puis, ou à 10 500, et puis non, tu l'achèteras plus haut, mon gars. Parce que le processus de peur est fait que même dans un marché haussier, on va secouer ce qu'on appelle les weak hands, c'est-à-dire les mains faibles. Et ok, quelle est ta force de ta conviction ? Comme tu as pu le constater, j'ai quand même de grosses convictions sur le Bitcoin. Mais le mec qui débute et qui voit son Bitcoin en train de chaper de 5%, 10%, quelle conviction il a ? Pour lui, c'est juste une merde numérique. Tu vois, on lui a dit, ouais, on a un Bitcoin, mais c'est une arnaque, pourquoi ça monte pas ? C'est sûr qu'avec 21 millions d'unités, il va falloir se battre pour obtenir et surtout garder ces précieux bitcoins. C'est justement pour ça qu'il faut se renseigner sur les fondamentaux du BTC qui, soit dit en passant, sont les mêmes à 1$ l'unité qu'à 100 000. Petit rappel, histoire de ne pas bazarder vos tokens à la moindre baisse de 20%. On rentre un peu plus dans le concret. Quand on trade ses convictions certes, mais aussi et surtout un setup. Dans tes vidéos, tu nous dis qu'il faut avoir 3 raisons pour un trade. Une bonne location, un bon momentum et une structure. Les 3 associés, accompagnés des bons indicateurs, forment le setup. Mais c'est quoi au juste, un setup ? Mon discours a un petit peu évolué parce que mon expérience évolue, mais effectivement, on essaie d'avoir plusieurs raisons pour un trade. J'essaie d'apprendre ça aux membres de mon groupe VIP. Quand je dis VIP, là, mon service c'est 39 €. Hein. C'est pas un MLM, c'est pas la formule magique et tout. Et quand vous arrivez, vous partez du niveau bébé 0 et vous allez galérer. Mais j'aide les gens à se prendre en main, à découvrir les indicateurs et à trouver ce qui leur plaît. Pourquoi ce qui leur plaît et pas un truc tout fait ? Parce que pour réussir sur les marchés, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Donc ça peut être une petite méthode astucieuse qu'on peut découvrir soi-même, mais on va essayer de la systématiser. C'est-à-dire à un moment, à force d'observation, on dit hey, mais quand le prix il fait ça, eh ben, je vais faire ça et on va voir. Et on va mettre en place ce qu'on appelle effectivement un setup. Les Américains disent aussi un edge. EDGE, donc une épée, tu vois, un avantage probable. Ça veut dire, je ne sais pas si le marché va monter ou il va descendre, mais j'ai fait des petites statistiques et j'ai remarqué quand le prix fait ça, que mon indicateur fait ça, et que tel mec sur Twitter, il nous met ou quel mec sur YouTube, il nous met une petite flèche rouge sur sa miniature avec un emoji qui pleure, j'ai remarqué que ça remonte. Donc, je vais prendre cette stratégie et je vais faire déterminer ce que je suis prêt à perdre, et ce que je suis prêt à perdre, c'est pas tout mon capital, c'est une petite portion de mon capital. C'est la survie en dépend. Je mets ma target, c'est-à-dire ma cible, et aussi mon stop, le moment où on dit ok, non, c'est bon, j'ai perdu. Et quand j'ai perdu, je sais exactement combien je perds. Et en fait, on joue comme ça, petite mise par petite mise, et on fait des petites statistiques. J'apprends aux membres à faire des tableaux, à essayer de pas être simplement acteur un joueur de casino, quoi, d'essayer de mettre une formule à son action et un plan qui nous donne un avantage probable, de préférence plus d'une chance sur 2, et quand je gagne plus que ce que je perds. Et on peut faire ça à l'infini. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps d'avoir les conséquences, les compétences.
identifier le type de marché qui nous intéresse. Par exemple, moi, c'est Bitcoin, mais il y en a, ils préfèrent les altcoins. Ou d'autres types de marchés. Parmi les VIP, il y en a qui font du Forex aussi, ou d'autres, hein, ou des futures. Et tel type de pattern, tel type d'indicateur, les supports et les résistances, les Fibonacci, le RSI, le MACD, le Williams Potential R, les Bollinger Bands, enfin, des indicateurs, il y en a des millions, mais ce qui compte, il y en a, ils le font même sans indicateur, juste, ils le sentent. Mais ils essayent de mettre en place une stratégie qu'ils peuvent répéter l'infini, et au fur et à mesure, je grappille. Ok, de temps en temps, j'ai 3 perdants d'affilée, mais c'est pas grave, parce que ça se trouve, avec ma stratégie, je peux perdre 2 fois sur 3 et encore gagner des sous. Parce que finalement, on ne sait pas ce qui va faire le marché après. Mais par contre, ce que tu peux faire, parce que le marché a un comportement plus ou moins chaotique, c'est savoir ce que tu vas faire et dans quelles conditions, et vérifier quel est ton avantage probable. Et donc, c'est un job, en fait. C'est chiant. Mais c'est la condition pour ne pas être de ceux qui font les girouettes, qui bougent, qui vendent quand ça fait peur. Parce que le débutant, il ne sait pas quand il va vendre. Il ne sait pas quand il va prendre profit. Eh, ça a monté, pourquoi il irait vendre? Il n'est pas con. Sauf que vu qu'il ne vend pas quand ça monte, il va vendre dans la situation où le marché va le forcer à le faire, et c'est quand il a peur. Et donc quand il perd. Donc en fait, les gens sont programmés à perdre. Question plus perso. Quand tu trades, parfois, tu perds par définition. Le tout étant, pour être rentable, de perdre moins de fois que tu ne gagnes, ou de gagner plus que ce que tu ne perds en cas d'échec. C'est globalement ce qui te fait dire qu'un trader n'a pas toujours besoin d'avoir raison, mais a surtout besoin d'une bonne gestion du risque et d'un setup fonctionnel. Néanmoins, c'est toujours douloureux de perdre son argent durement gagné sur les marchés. Comment tu gères tes émotions pour vulgairement ne pas péter un câble en cas de mauvais trade sur tes proches? Oula, alors moi je pète un câble sur ma femme, mes potes et mes enfants. Que veux-tu? Je suis quelqu'un de très émotionnel et ça m'arrange pas. Le bon moyen, c'est d'avoir un risque qui soit adapté. Si ça fait vraiment péter un câble, c'est que tu mises trop. D'accord? Après, il y en a qui font la douche, il y en a il y a des techniques pour éviter le tilt. C'est bon, par exemple, arrêter pendant quelques jours de trade, et puis il y en a, c'est le sport. Et moi, je suis gras et je suis un geek, donc je suis pas très sport. Donc, j'ai pas trop de techniques pour gérer les émotions, sinon que avoir un plan, c'est-à-dire savoir ce que tu fais, ça permet de diminuer l'anxiété. J'agis dans telles conditions. Si les conditions de marché que j'ai l'habitude d'agir ne sont pas là, je ne fais rien. Si elles sont là et que je les reconnais et que ça me donne un avantage probable, j'agis. Et puis après, il va dans la direction où il veut. Je gagne, je perds. Merci, au revoir. Et au suivant. Après le bull market, le marché haussier de 2017, le bear market, le marché baissier, a suivi pendant 2 ans. Pourtant, tu as continué à trader et à proposer des contenus sur ta chaîne. Pour rappel, durant cette période, le Bitcoin est passé de 20 000 $ à presque 3 000 $ un an plus tard, en décembre 2018, soit une chute de 80%. Il est ensuite remonté et s'échange actuellement aux alentours de 10 000 $. Comment as-tu fait pour survivre durant cette période? Et surtout, peut-on gagner de l'argent dans un marché baissier? Oui, tout à fait. Déjà en n'assumant pas que c'est le bottom sans arrêt, c'est-à-dire ou la reprise sans arrêt. Quand tu as vu les choses ne faire que monter et que tu es drogué à la pompe, tu as envie que ça pompe tout le temps et que ça monte tout le temps, et la réalité c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des fois où les marchés, après un mouvement exagéré dans une direction, mettent le temps de dégonfler et que finalement tout le monde est abandonné. C'est-à-dire qu'il faut que tous les vendeurs aient vendu pour qu'il n'y ait plus que des acheteurs. Et si dès que ça chute, parce que tu as acheté un truc super cher, et puis le lendemain c'est pas cher, et le lendemain c'est encore moins cher, et le lendemain c'est moins cher, le mois suivant c'est moins cher et tout, tu peux acheter jusqu'à 0 comme ça. Le marché n'arrêtera de tomber que quand les gens auront ce qu'on appelle capitulé. Et généralement, après un gros cycle haussier, ça prend entre 18 mois et 2 ans minimum. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on apprend à développer des stratégies qui soient plutôt de l'ordre de la prise de profit rapide. Ça veut dire, j'assume pas que je suis en train d'acheter un bottom historique à ce moment T,
mais j'assume bien qu'il y aura peut-être un rebond si j'achète, mais il faut que je prenne profit rapidement parce que de toute façon, ce marché va ne faire que dégueuler pendant des années. Et ça, c'est très difficile de l'admettre. Surtout quand on connaît les fondamentaux des coins dans lesquels on investit, le Bitcoin et tout. On sait ce que c'est l'avenir, on sait qu'à la fin, il sera cher et tout. Mais on doit passer par les marchés baissiers et une belle grosse dépression psychologique. Et après, il y a aussi la possibilité de vendre à découvert, donc c'est un gagner quand ça descend. C'est effectivement ce qu'on appelle un short, mais c'est un peu complexe à comprendre. Parmi les formations gratuites que tu proposes sur ton site, il y a la Maminova Hold the Fucking Door, ta version adaptée de la méthode Little Old Ladies, qui consiste à accumuler des tokens lors des bonnes phases de marché. Une méthode adaptée aux débutants en somme. Tu nous en parles ? Donc j'ai fait un site internet qui s'appelle cours.tradingcrypto.fr. C'est ça. Et dessus, il y a une formation gratuite qui s'appelle Maminova Hold the Fucking Door, plan de trading professionnel adapté aux débutants. C'est adapté aux débutants, mais il y a du boulot. C'est gratuit et il y a à peu près 5 heures de vidéo pour essayer de mettre en place une stratégie où on n'est pas obligé de passer sa vie devant l'écran. Le principe est relativement simple et tient en quelques minutes. C'est j'achète un coin, pas cher. Hein. J'y mets une micro-mise, genre 1 ou 2% de mon capital total. Sur les 3000 coins qui existent, je ne sais pas si ça va monter ou ça va descendre ce truc-là. Mais je suis prêt que ça aille à zéro. Par contre, je mets un ordre et je vends la moitié au double. C'est-à-dire qu'au moment où le prix a doublé, en crypto, ça peut venir très vite, en une journée des fois. Ça peut venir en une journée après 6 mois d'attente. Mais le jour où ça arrive, je sors la moitié au double, donc je sors la mise initiale et je recommence sur un autre coin. Et donc ça, c'est une technique assez simple, mais j'ai décidé de la proposer avec suffisamment de détails pour que tous les gens soient préparés à la mettre en place. Et ça, c'est une bonne stratégie pour un débutant. Le temps de développer un capital, le temps de développer des compétences. Voilà. Mais c'est probablement la meilleure stratégie à ce moment-ci du cycle. Bon, même si là, tout a bien pompé cette année. Ça serait mieux de se positionner en janvier ou décembre sur les altcoins. Mais en tout cas, elle tient la route. Après, j'ai un service sur ma chaîne YouTube. Tous les jours, je fais la météo du Bitcoin, enfin tous les jours, ou presque. Je fais une météo du Bitcoin qui nous donne la température, dans quelle direction va être mangée, moyen terme et long terme, avec où j'y déploie mes compétences. Et c'est pas accessible, c'est pas facile à comprendre ce que je dis, puisque le but n'est pas d'être facile ou accessible, ni même de me poser comme éducateur. Le but est de faire une démonstration de valeur. C'est je suis compétent en matière de Bitcoin. Voilà. Et si les gens viennent me voir, ils auront démonstration de cette compétence. Ça ne veut pas dire que je prédis l'avenir, mais quand même, j'ai une bonne vision. Et en ce qui concerne ton service VIP ? Donc ça, quand c'est fait, des gens qui pourraient dire dis donc, moi j'aimerais bien apprendre à faire le trading. Là, j'ai un service pour 39 € par mois. C'est un mois. Hein. En un mois, tu vois tout de suite si ça te plaît, ça te plaît pas. C'est pas un an d'abonnement, etc., etc. Donc en un mois et pour pas cher, les gens, plutôt que de jeter leur argent sur les marchés sans rien savoir, ils peuvent découvrir c'est quoi le taf. Et là, je leur mets à disposition plein de contenu pédagogique. Et je les assiste sur mon Discord. Et je réponds à leurs questions, je leur fais des analyses, je leur apprends à penser comme moi. Et au début, c'est un peu chaud. Mais à force de répétition, d'écouter le brief quotidien qui fait à peu près 1 heure, où j'analyse le Bitcoin, mais aussi je réponds aux questions, où on voit des analyses, où on voit les news, enfin on s'adapte. Il y a le temps réel et il y a aussi le côté pédagogique. Et ben, à force de répétition, parce que je me répète souvent, les mecs qui sont trop d'efforts simplement en prenant l'habitude du brief quotidien, ils apprennent à développer leur propre strat. Et là, j'ai pas mal de VIP qui sont autonomes et en profit consistant. Voilà. A priori, je suis un bon coach. Et je suis même assez surpris parce que il semble que j'ai de meilleurs résultats que mon premier mentor en termes de coaching. Donc, je suis plutôt content. Et tant mieux. Les gars, ils ont survécu au bear market, ils sont prêts pour attaquer la suite. L'ambiance est bonne, on se mesure pas le zizi, c'est pas ouais, j'ai fait 1 million, machin et tout. Non, on est tous dans la même galère, on apprend. On est dans une communauté. On peut être un qui pense bas et l'autre qui pense haut, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que sur l'ensemble des trades qu'on va prendre,
C'est pas d'avoir raison ou d'être en conflit les uns avec les autres, c'est de savoir que on est là pour gagner, voilà, sur le long terme. Donc voilà un petit peu le service, et ce service, tout, que ça soit ma chaîne YouTube, que ça soit la formation gratuite cours.tradingcrypto.fr, tout ça, il y a tous les liens en haut de ce site internet. Et je vous invite à regarder mes tutos du Bitcoin. Je suis un petit peu vulgaire, parfois, mais bon. Après tout, je fais ce qui me plaît. Hein. C'est, en fait, le truc, il est là. C'est que je fais ce qui me plaît. Je fais pas des miniatures comme d'autres youtubeurs. J'essaye pas de surfer sur la vague du moment. Moi, je fais la météo du Bitcoin. Et les mecs qui viennent me voir, ils disent hey, tu voudrais me dire à quel coin acheter? Et j'ai entendu parler de Bitcoin. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire n'importe quel coin, il y a 9 chances sur 10 que tu envoies quelqu'un dans une escroquerie à la fin, ou que ce truc-là arrive à 0. C'est pas garanti, mais le Bitcoin, lui, c'est sûr que non. Et au final, pour moi, c'est le king. Donc, si je dois mettre mon nom sur quelque chose, c'est la météo du Bitcoin. Alors oui, c'est moins excitant en ce moment. Mais quand il va commencer à faire des trucs de foufou, j'espère que les gens se souviendront de CryptoFanta. Pour conclure, y a-t-il une phrase importante que tu souhaiterais partager et un livre que tu conseillerais aux débutants? On n'est pas là pour être riche vite, on est là pour être riche sûrement. Voilà, ça c'est la première chose. Pour les livres à conseiller, il y avait les mémoires d'un spéculateur. C'est vieux, mais c'est tellement frais et ça vous montre tellement la réalité du trading. C'est vraiment génial. Ça se lit tout seul. Et ouais, donc ça va pas vous apprendre à prendre un trade. Et sinon, si vous voulez apprendre à prendre un trade, il y a mon service VIP. Et sinon, je voulais recommander Cryptost, parce que je ne fais pas de vulgarisation. Je ne fais pas de vulgarisation sur Bitcoin, ça veut dire si ma météo du Bitcoin, elle a l'air un petit peu impressionnante, on comprend pas trop et tout, mais pourquoi tu nous dis pas pourquoi le Bitcoin c'est bien, et pourquoi tu nous dis pas comment on doit faire un wallet, et pourquoi tu nous dis pas machin et tout, c'est parce que ça, c'est facile, c'est facile à trouver. Ça demande pas de compétences et c'est déjà bien fait. Donc ça, au niveau vulgarisation, vous aurez tout sur Cryptost et j'envoie les gens sur Cryptost. Ça, c'est un point, c'est important. Et s'il y a bien un truc à faire, un travail d'avance, c'est regarder les trucs de Cryptost. Moi, j'ai pas envie de vous apprendre à vous servir d'un wallet, j'ai pas envie d'apprendre à vous sécuriser vos coins et tout. On parle trading. Je m'adresse à des traders qui n'ont pas pu s'empêcher d'appuyer sur les boutons, mais qui sont peut-être plus ou moins condamnés à faire de la merde. Et on va essayer de les mettre sur des rails pour qu'ils s'en sortent et qu'ils gagnent. Merci Fanta pour toutes ces explications. J'espère que ce deuxième épisode sur le trading vous aura plu et que vous y voyez désormais plus clair sur cet univers un peu obscur pour le commun des mortels. Dans le prochain épisode, nous nous attarderons sur le trading d'altcoins, soit toutes les autres crypto-monnaies, avec CryptoLoco. Nous verrons comment ils tradent ce genre d'actifs extrêmement dangereux et volatiles. D'ici là, restez curieux et connectez au site cryptost.fr pour être à l'affût des prochaines news de la cryptosphère. Vous y trouverez également toute l'actu des crypto-monnaies et un guide complet pour faire vos premiers pas de jeune trader dans la jungle des graphiques.